que j'aime par-dessus tout avec tout le monde, c'est qu'on est capable d'aller travailler un peu tous partout. Donc du coup, moi, je vais quand même de temps en temps aller travailler dans les champs, de temps en temps aller travailler en fromagerie. Et c'est ça que j'aime sur cette ferme, c'est la diversité. Donc on fait jamais la même chose tous les jours. Et toutes les semaines, on change quoi, on varie. Nous, la partie cochon est vraiment là parce qu'il y a du petit lait. Et donc on cultive les céréales, on fait entre 5 et 10 hectares de métail par an. Donc une céréale et une légumineuse qu'on moissonne et qu'on a un moulin là-bas, on passe en farine. Et on nourrit les cochons avec ça et le petit lait de la fromagerie. En gros c'est ça, dans le principe on leur met une surface définie d'herbe et on referme toutes les semaines pour essayer de faire du pâturage tournant dynamique sur les cochons. Parce qu'on se rend compte qu'ils valorisent super bien l'herbe, surtout quand elle est fraîche et belle comme ça là. D'après certaines études, ils peuvent aller jusqu'à 30% de la ration en herbe. Tous ces choix-là un peu stratégiques, on les définit puisqu'on fait ce qu'on appelle nos séminaires par an. On fait 2 jours tous les 4 hors de la ferme parce qu'on sait que si on est sur place, on est dérangé, on n'arrive pas à être concentré. Cet hiver, on l'a fait à 2 km, mais ça suffit, il faut juste pas être sur place. Souvent, on choisit un petit resto pas loin aussi pour le samedi soir. Plaisir aussi, quoi. Plaisir aussi. Le buissonnant. C'est le nom qui a été donné à cette ferme, à sa naissance il y a 10 ans. D'ailleurs, on parle de ferme, alors que cette terre nourricière est profondément ouverte sur le monde. Un buisson bien ancré dans le terroir du centre-Bretagne, et dont les branches, en poussant, brisent les frontières entre des personnes qui ne se seraient peut-être jamais parlé. Par la magie du marché paysan du vendredi ou du fest-noz à la ferme, les frontières deviennent lisières, espaces de rencontre, comme les haies dans les prairies. Cette terre de 50 puis 80 hectares, et qui continue d'ailleurs de buissonner, n'appartient pas à ces paysannes et paysans. Elle n'appartient d'ailleurs à personne. Mais des centaines de mangeurs et mangeuses, en déboursant quelques pièces, ont fait le choix d'appartenir à cette terre. Et Marion, Sophie, Maxime et Benjamin en sont les gardiens. Le buissonnant, parce que ce buisson à la fois ardent et rafraîchissant abrite des vaches bavardes, des cochons qui parlent, attire des ribambelles d'oiseaux et leurs mélodies, aimante les danseurs, les chanteurs, les sonneurs, et réveille ce qu'il y a de plus humain en nous. Dans la première partie de ce reportage, on se plonge dans une journée typique de la ferme. En voyageant dans l'écosystème avec les 4 associés, vous découvrirez les décisions qui sont prises pour répartir le travail et la charge mentale, comment est géré le pâturage des porcs, comment une ferme, par un montage juridique citoyen, peut accueillir d'autres activités, pas uniquement des activités agricoles. Dans la deuxième partie, Benjamin vous fera une visite guidée de la ferme en racontant son histoire, partagera quelques clés pour une belle installation paysanne et surtout, comment mettre les citoyens au cœur du projet. Je monte cet épisode alors qu'une forte canicule nous montre à quel point nous avons fragilisé nos écosystèmes. Et vous le savez, l'agriculture a un rôle énorme à jouer pour relier l'humain au vivant. Ce n'est pas demain qu'il faut soutenir les paysans, c'est maintenant. Et c'est ce que fait Terre de Liens, qui a soutenu une partie de la réalisation de cet épisode. Le mouvement Terre de Liens achète, avec l'argent de centaines d'humains, peut-être vous, des fermes, pour y faciliter l'installation d'agriculteurs et agricultrices engagés dans une agriculture bio et paysanne. Le buissonnant fait partie des nombreuses fermes qui ont germé grâce à Terre de Liens. Je m'appelle Opaline et j'anime le podcast Agroécologie Voyageuse pour mettre en lumière celles et ceux qui régénèrent la terre. Mon objectif est que mon travail soit financé à 50% par vous et 50% par des organisations pour qui je réalise ces reportages. Aujourd'hui, avec 25 donateurs et donatrices régulières, j'en suis à 25%. Si ce reportage vous plaît, demandez-vous si un don ponctuel, même 10 € ou régulier, un engagement sur 6 mois par exemple, serait envisageable pour vous si vous écoutez souvent des épisodes de podcast. Toutes les infos sont dans la description de l'épisode. Un grand merci et belle écoute. L'instinct de base du chien de troupeau,
c'est encercler pour ramener vers toi. Juste. Ok. Ça c'est inscrit dans ses gènes plus que de manger des croquettes, quoi. Donc, on a l'énorme biais d'être à 4 mètres. Donc c'est Marion qui a passé le plus de temps à bosser avec Soka, mais en fait on bosse avec elle tout le temps sinon au quotidien. Parce que t'as pas les mêmes attitudes, t'as pas le même vocabulaire, t'as pas la même gestuelle, la posture. L'intonation aussi. Ouais, l'intonation, tout ça. On a réussi à faire un truc quand même. Là je fais pas normalement, elle est censée. Tu vas aux vaches jusqu'à ce que tu arrives devant le troupeau, elle est à ton pied, c'est toi qui la lances. En l'occurrence, les vaches approchent, l'objectif est rempli. Là aussi ça, c'est qu'on n'a pas prévu de faire de grands concours internationaux. Ouais. Donc, ils sont beaux les talus, hein. Enfin, il y a quelques arbres qui ont peut-être pas pris, mais globalement c'est ça a bien réussi. On en a qui ont pris encore, planté 3 ans après avec des arbres qui font 3 mètres de haut, quoi. Donc ça, il y en a des plus réussis que celui-là. Après les plus réussis, ils sont souvent dans des zones un peu plus humides. Ouais. Quand ils sont dans un bas de champ, un truc, et ben l'eau elle s'accumule et dans les talus ça pousse vraiment bien. Nous sommes tout début avril, à une période où les vaches redécouvrent le chemin qui les mène de la prairie à la salle de traite. Car pour respecter les cycles du vivant et aussi préserver les humains, la ferme a fait le choix de ne pas traire entre janvier et mars et donc ne pas fabriquer de fromage. Et est-ce que tu peux me dire grosso modo combien elles font de lait en ce moment? Chacune, le troupeau, et combien ça vous fait de lait par jour transformé? C'est assez aléatoire étant donné qu'on fait du monotraite, bitraite, vu qu'on est en bitraite le lundi, monotraite le mardi, bitraite le mercredi, monotraite le jeudi, bitraite le vendredi, samedi et monotraite le dimanche. À la journée ça varie vachement, parce que quand elles ont pas été, là comme là par exemple, elles ont été traitées qu'une fois hier. Ce matin elles vont donner du lait quoi, mais par contre ce soir elles vont en donner moins. Les grosses productrices font 12, 13. Et après les petites, là il y a pas mal de génisses, quand elles font 6, 7, 8 litres c'est bien quoi. C'est dans ces eaux là quoi. Par jour. En dessous ça fait chier parce que ça a beau être des bretonnes pinoires, faut quand même qu'elles fassent un peu de lait quand même. Ouais, de toute façon quand elles font 5 litres c'est vraiment... en fin de lactation à Noël là on a des vaches qui font plus de 3 litres par jour quoi, par exemple. Et là en pleine même lactation. Même en bitraite? Même en bitraite. Non, à Noël nous on est en monotraite mais parce qu'on a plus envie de se prendre la tête. Mais quand tu dis 12 litres, c'est en monotraite? Ouais, en monotraite bitraite. Tu ferais en bitraite, ça serait un peu plus, un peu moins, mais ça double pas la production. On dit si tu passes de bitraite à 100% monotraite, eh ben on dit que tu perds entre 20 et 30% de lait de production. Mais bon, t'enlèves 2 heures, il y a une 2 heures d'astreinte par jour, donc c'est assez énorme. Donc ça se chiffre tout ça quoi. Et on dit que sur des systèmes en transfo comme la rainette, comme le nôtre, où tu transformes ton lait, on dit que ce que tu perds en quantité de lait, tu le récupères pas complètement, mais tu le récupères en partie sur les taux, c'est-à-dire sur le rendement fromager. Allez les filles, allez! Allez ma grande. Tu pousses celle de devant, celle de derrière repartent et t'es un peu toujours comme un gogol. Ça va les filles, ça va. On a encore réussi à passer à travers cet instant-là. Pendant la traite, je questionne Maxime sur l'impact qu'a la FCO, la fièvre catarrhale ovine, qui touche également les bovins, sur le troupeau et sur le fonctionnement de la ferme. On comprend par son témoignage que l'impact d'une maladie n'est pas le même lorsqu'elle touche une ferme qui a construit de la robustesse par le collectif, par la diversification, la transformation fromagère et la vente directe. À partir de début juillet dernier, en gros ils ont été contaminés courant juillet et jusqu'à fin août, début septembre on était emmerdés parce que nous, au-delà de la fièvre, de ce machin, de la baisse de lait, c'est surtout qu'elles ont eu des énormes plaies sur les traits, mais des plaies comme des brûlures au 3e degré. On a fait des traites du mois de juillet août dernier, c'était vraiment pas drôle. Mais bon, c'est que normalement elles sont limitées, on y croit. Ça va recommencer à un moment ou à un autre, parce que ça va revenir avec les moucherons maintenant que c'est implanté sur le territoire. Après normalement petit à petit l'immunité est faite, ça passe au milieu des grippes et des autres trucs. Et, on peut mettre tout le malheur du monde sur la FCO, ça a quand même été une bonne année de merde. On a perdu la moitié de notre lait d'été je pense. Parce qu'en fait on trayait des vaches, on les trayait mais... vous avez perdu des naissances aussi. Du coup oui, les principaux impacts c'est
grosse traite de merde là, tout l'été dernier avec des vaches qui tapent, mais qui tapent comme t'as jamais vu. Bref, c'est des bretonnes et en plus elles avaient mal, donc autant dire qu'elles avaient pas envie d'être traites. Donc là, on était obligé si on voulait pas que ça parte en manique et tout ça, donc tu les traites, elles ont mal, bref, c'était vraiment pas drôle. Ensuite, avortement, une série d'avortements. Une série d'avortements qui fait on était censé avoir 30 vélages au mois de mars et en fait on est à 19. Et donc vache qui tape l'année dernière, perte de lait parce qu'on a acheté plein de lait qu'on a mis au veau. On les veaux mangeaient du lait, hein, c'était pas très grave, mais c'était pas du lait qui était transformable pour nous. Et en plus de ça, toute une série d'avortements qui fait qu'on a décalé plein de vélages de cette année d'un mois et demi. C'est une série d'impact. Après, on s'est dit, ah, ça y est, 2025, ça va être l'année croisière, ça va être trop facile. Tac, FCO. Mais bon, on commence à se faire une raison. Je crois que c'est le principe de la paysannerie. Ah bah ouais. Il n'y a jamais une année parfaite. Ou alors c'est qu'il y a un problème. Du coup, les bonnes années compensent économiquement les mauvaises ou... Ouais, nous là, économiquement, ça va le faire. En plus, on va pas se plaindre, mais on a moins de vélages au printemps. Là. Ça impacte pas votre salaire, quoi. Ah non, c'est le dernier truc qu'on impactera, ça. Un lot, il arrive. On n'est que engraisseur, on n'est pas naisseur. Donc on n'a pas de prime. On achète les porcelets à des collègues en Port-Blanc-Ouest, de divers endroits de la Bretagne, de l'Ouest. Entre 12 et 15, 16 porcelets par lot. Quand ils arrivent, on les achète sevrés, donc juste à disons 2 mois, en gros 1 mois et demi, 2 mois. Quand ils arrivent, on met une cabane en place sur un endroit propre, pas sur un no man's land comme ça, les cabanes se déplacent avec le tracteur. Donc on les tire, on les remet après les avoir nettoyés, retapés parce qu'il est détruit à peu près entre chaque lot à chaque fois. On la décale, on leur met 3 barrières pleines comme ça, on leur fait une petite courette fermée devant. On les met là-dedans avec de la paille, ils sont bien pendant quelques jours, une semaine. Ils pigent que c'est là qu'on leur donne à manger, que c'est là leur nouvel hôtel 4 étoiles. Et au bout d'un moment, on leur ouvre un peu, on leur met un petit fil électrique pour qu'ils pigent le courant. Et après, au bout de quelques jours, quand ils ont pris quelques douilles et qu'ils ont bien compris que le courant c'était un autre mur, on ouvre en grand. On leur fait la parcelle parking qui est là. Comme en vache, la notion de parcelle parking, quoi. En gros, ils vont massacrer cet endroit-là, ça c'est admis. Et après, quand les conditions pédoclimatiques le permettent, c'est-à-dire au printemps et tout le reste de l'année, quoi. C'est ça, là cet hiver, en gros, ils ont passé l'hiver là-dessus, on leur mettait de la paille et du foin régulièrement pour pas qu'ils soient dans la bouillasse. Mais dès que là, il se remet à faire beau, c'est ça, le sol a ressuyé un peu, on leur ouvre des paddocks d'herbe comme ça. Toutes les semaines, on referme, on rouvre en étoile, quoi. On leur ouvre, on referme pour pas qu'ils aient le temps de tout ravager complet. Là l'herbe elle va repousser si tu veux, même à nos endroits où ils ont défoncé, vu que ça fait que 5 jours qu'ils sont dessus. Lundi si j'ai la gouache, normalement dans le panier c'est ça, je referme ici, je décale le paddock, je leur fais un autre paddock à côté dans l'herbe et on ouvre comme ça tout au long de la saison. On tourne en étoile, crac, on revient là, on fait du pâturage tourne en dynamique. Ce que tu dis en étoile, oui, c'est petit à petit. Bah vu que la cabane ne bouge pas, en gros c'est ça, dans le principe on leur met une surface définie d'herbe et on referme toutes les semaines pour essayer de faire du pâturage tournant dynamique sur les cochons. Parce qu'on se rend compte qu'ils valorisent super bien l'herbe, surtout quand elle est fraîche et belle comme ça là. Ça ils adorent. Donc ils sont quand même, d'après certaines études, ils peuvent aller jusqu'à 30% de la ration en herbe. Bon, déjà quand je pense que s'ils mangent un peu d'herbe. Et en verre. Hein ? Et en verre de terre. Ouais bah c'est ça, c'est ça qu'ils cherchent. Hein. Et tu les vois pâturer vraiment. L'après-midi souvent je commence à constater ça. J'ai l'impression qu'ils pâturent plus l'après-midi. Le matin ils défoncent, l'après-midi ils pâturent. Et en gros, à la fin de l'année, parce qu'en gros, on les a à 2 mois. À partir du premier qu'à 12 mois, donc à partir de 10 mois sur la ferme, on commence à taper dans le lot, quoi. On les embarque, en gros, on fait 2 à 3 cochons par mois. Donc on les embarque toutes les 2 semaines, il y en a 1 ou 2 qui partent. Et petit à petit, le lot, il réduit. Et quand on a terminé, en gros, on se retrouve avec notre no man's land au début, au milieu, là, il n'y a plus de cochons. On décale la cabane, on la retape, on démonte tout. Tout est démontable, c'est ça. On n'a pas fait de dalle béton en fixe. Typiquement Trévéro ils ont fait ça. Ça arrive avec ces trucs beaucoup plus costauds. Mais nous vu qu'on fait tourner tout le temps, on voulait des trucs qui soient 100% démontables. Donc tu vois sur des caillebotis on déplace ça au tracteur. La cabane on la déplace au tracteur, tout est déplaçable. Et on vient avec le tracteur, on retravaille un peu le sol sur cette partie-là. C'est quasiment du terrassement qu'on fait. Parce que quand tu vois les trous qui font, des trous qui font 1m20 de profondeur, bon bah tu rebouges avec le godet du tracteur, tu fais machin. Et on ressème sur cette partie-là. Et la prochaine cabane on la remet sur un endroit propre et on gère comme ça, ça permet de gérer le parasitisme aussi. Les vers notamment.
Et les vaches viennent là alors? Et les vaches pâturent tout, parce qu'en fait la surface qu'on a globale, il y a là 4 hectares de pâturés, enfin de clôturés en biosécurité. Mais c'est trop pour un pâturage cochon, ils pâturent pas super vite. Mais pour le parasitisme cochon, c'est bien. C'est qu'il faut qu'on ait toujours des endroits propres pour mettre le lot d'après, quoi. Et du coup, on a là l'herbe, elle est en train de pousser, tu vois. Là, il y a de l'herbe pâturable de ouf. Un peu moins d'un hectare. Enfin, t'as 1 hectare par lot dans la par théorie, lot, mais en fait qui est mouvant. Que tu laisses vide à chaque fois. Ça serait ça la théorie. Un peu C'est la théorie, ouais, Ok. c'est ça. Sauf que dans la pratique, tu vois bien, on n'a pas clôturé 1 hectare d'un coup. On a clôturé un petit bout, ça tourne, et en fait, l'herbe elle pousse plus vite que ce que les cochons ils mangent. Donc les vaches elles viennent 2-3 fois par an, retombent nickel, entretenir le long du grillage. On n'a jamais débroussaillé le long du grillage. C'est la vache qui fait ça très bien. Ça nous évite de nous taper à faire 1,2 km de clôture à la débroussailleuse. Là. Et voilà. Et puis il y a 4 hectares, donc il y a quand même de l'herbe à pousser, donc c'est toujours valorisé par les vaches. Et depuis que tu es là, tu as l'impression que la prairie elle s'améliore, C'est pas facile à dire parce que ça fait que 2 ans qu'ils sont sur cette parcelle-là avec la biosécurité finie. Avant ils étaient de l'autre côté de la route. D'accord. Et du coup là on a ressemé en herbe et du coup c'est reparti en pâturage vache parce que c'était juste à côté du bâtiment, ça avait du sens. Mais ce que je constate c'est que les endroits qui ont été défoncés, le paddock qui est défoncé, on le ressème. Si on fait gaffe à ce qu'il n'y ait pas de cochon ni de vache à passer dessus pendant 6 mois, 1 an, ça repart. C'est un peu plus meuble, le problème c'est que c'est un peu plus meuble, donc quand tu remets les cochons dedans, c'est le cas là-bas. L'endroit où ils ont commencé à défoncer, c'est un endroit où il y a une cabane. Et ben même 1 an après, c'est plus meuble, le sol il a été tellement brassé que et du coup ils recreusent dedans d'autant plus vite. La structure elle est pas faite. Ça, c'est souvent le premier truc qui saute quand tu as d'autres trucs à faire, le pâturage cochon. Parce qu'il a peu d'intérêt. Enfin, il a été avec tes 15% de ration théorique. Et en fait on les nourrit avec des céréales et du lactose. Et par contre c'est sûr que ça participe à leur santé. Bien-être, c'est certain aussi. Bonheur. Et kiff personnel de voir des cochons pâturer. Ouais. Et même la prairie à vie, parce qu'ils défoncent, ok, mais ils travaillent le sol, ça fait revivre, ils chient dessus. La prairie, en ayant 50 cochons en continu dessus, enfin 35, ces 4 hectares là, ils vont que augmenter en matière organique. Donc on n'est pas en train de déglinguer le sol. Et donc là on va les nourrir. C'est tous les jours tu viens tous les matins. Leur donner à manger. On est en mono-repas sur les cochons. Et de l'eau. Ah ouais, qu'une fois par jour. Ça, je vous disais ça à Adrien, ils se font chier à y aller 2 fois. Mais oui. Il faudra qu'on en discute avec eux. Après ils ont détruit des fois, donc c'est un peu différent. Nous on est 100% d'engraissement, c'est les animaux les plus robustes de la caste cochon. Nous la partie cochon est vraiment là parce qu'il y a du petit lait. Et donc on cultive les céréales, on fait entre 5 et 10 hectares de métail par an. Un triticale pois, donc une céréale et une légumineuse qu'on moissonne et qu'on a un moulin là-bas, on passe en farine. Et on nourrit les cochons avec ça et le petit lait de la fromagerie qui est dans les cubes derrière. Donc en gros on n'achète pas d'aliments pour les cochons non plus. Ça c'est vraiment pas la vocation des cochons ici. Ils ont une vocation de valorisation du petit lait de la fromagerie, comme à la Ranette. Et une vocation commerciale aussi. C'est un super produit d'appel. C'est un vrai produit d'appel, quand tu as de la bonne charcuterie, les gens ils viennent. Donc nous notre étal il est vraiment viande produit laitier. J'embarque dans la voiture avec Sophie pour aller découper un bœuf. Sophie complète les propos de Maxime sur la gestion du pâturage des cochons et des vaches. Elle explique comment le travail est réparti dans l'équipe et donne des exemples de prise de décision stratégique pour préserver l'équipe. Et ouais, du coup, est-ce que tu peux me réexpliquer en gros comment vous fonctionnez avec les cochons ? Et je me demandais aussi, j'observais les prairies parce que j'aime beaucoup, je m'intéresse beaucoup à la qualité des prairies et comment on fait pour les maintenir de qualité. Ouais. Est-ce que après les cochons, vous faites quelque chose pour que ce soit un peu plus équilibré Pour fertiliser autour aussi des cochons, les endroits où ils vont pas tout de suite pâturer, on met les vaches aussi à pâturer autour des parcelles des cochons. Là, on va bientôt le faire ce matin. J'ai mis des fils justement pour protéger les cabanes et du coup on protège cette petite partie là et après on les laisse pâturer en plein autour des cochons. Et un lot fait combien d'animaux ? Ça dépend un peu, c'est vraiment en fonction de notre prévisionnel, mais en gros 8 minimum jusqu'à 16 à 18 maximum. Et là je crois que c'est Marion et Max qui s'occupent de faire le prévisionnel, ils ont fait cette année une réunion tous les deux où ils se sont posés pour faire le prévisionnel jusqu'en 2028 ou 9 je crois. D'accord. Et ils ont essayé justement de standardiser un peu plus les lots pour
accueille à différents intervalles de l'année. Je crois qu'avant c'était 3 par an et là ça doit être plus que 2 par an. Donc on a agrandi un peu les lots. Et c'est un atelier qui représente une bonne part de votre chiffre d'affaires avec la moitié on peut-être. disait non, un quart. Un quart. Ouais. Ok. C'est une de nos rémunérations sur 4 quoi. Ok. C'est comme ça que ça avait été calculé. Il faudrait peut-être refaire le calcul aujourd'hui. Ok. Mais, Et toi, t'es responsable d'un atelier? moi je suis responsable de l'atelier transformation du lait. D'accord. En gros, on a des responsabilités différentes d'atelier, mais c'est pas pour autant qu'il y a que toi en tant que responsable qui fait l'atelier. Par contre, c'est toi qui vas être en charge. Là, moi, par exemple, sur l'atelier transformation lait, là, c'est moi qui est en charge de suivre un peu le volume de lait qui est produit et de choisir la répartition en quel ou quel produit selon les commandes. Donc toutes les semaines, c'est moi qui récupère tous les bons de livraison qu'on a à faire pour la partie lait. Et je dis, bon bah voilà, il faut faire 100 litres de Gouel, 70 litres en fromage blanc, tant de litres en riz au lait, et paf, on aiguille le lait pour avoir transformé à la fin de la semaine la totalité du lait produit en la totalité des produits qu'on propose. Du coup, moi, je prévois ce truc-là, et après, par contre, je mets une feuille dans le labo, et là, cette semaine, par exemple, moi, j'ai fait lundi matin, mais c'est pas moi qui a fait la transfo d'hier matin, ni de ce matin. Mais c'était au clair pour tout le monde ce qu'il y avait prévu dans les matinées et quoi faire. Voilà. L'idée c'est ça n'empêche pas les autres de faire des remarques, remettre en question s'il y a besoin. Voilà, ça c'est un échange constant, mais ça évite qu'on ait tous la charge mentale de tout. Voilà. Ouais. Et du coup je m'occupe aussi de tout ce qui est approvisionnement. Faut toujours qu'on ait des pots, des produits de nettoyage, des ingrédients qu'on met dans les fromages, du sel. Voilà, tout ce qui va avec l'atelier transfo en tout cas. Donc vous faites du Gouel, du beurre, du fromage, de la crème chocolat. Ouais, on a quand même une gamme assez large. Ouais. En crèmerie, donc en crèmerie on fait du Gouel, du yaourt, nature et aromatisé, du beurre, de la crème, du fromage blanc campagnard, du fromage blanc lissé, de l'ail et fines herbes qu'on appelle le broussaille, du riz au lait, de la crème au chocolat. Et après on fait 3 fromages affinés. On en a arrêté quelques-uns quand même pour simplifier le temps de travail, mais voilà, on n'est pas les plus forts sur l'optimisation, mais on est content d'avoir une gamme complète pour les gens en vente directe. J'imagine que tu es familière, enfin tu as entendu parler du concept de robustesse. Ouais. Bah, vous devez optimiser à d'autres endroits et à certains endroits vous faites des choix qui ne sont pas performants, enfin optimales, mais qui sont pour le plaisir, pour les clients, pour votre plaisir à vous. Et puis on fait quand même des choix au sein de... Enfin, c'est optimisé quand même au final. C'est ça. On fait des choix de mettre certains disponibles en épicerie et d'autres pas, pour pas avoir trop de pots à faire. Cette année on a décidé de carrément arrêter tous les pots de toute la mise en pot, sauf le Gouel et le riz au lait, parce que c'est vraiment des grosses ventes en épicerie. Surtout le Gouel, on a vraiment envie de le développer au maximum, donc du coup ça c'est pas remis en cause. Par contre on a décidé cette année par exemple d'arrêter les pots de fromage blanc, de crème fraîche et d'ail et fines herbes, parce que ça représentait quand même une petite somme à la fin de l'année, mais je sais pas, une quinzaine de pots par semaine. Et ben juste de faire 15 pots, ça te rajoute une tâche, ça te rajoute une charge mentale, ça te rajoute des étiquettes, ça te rajoute plein de petites choses. Et du coup on essayait plutôt de s'enlever des petits trucs petit à petit pour optimiser notre temps dans le labo quand on y est, sans pour autant réduire drastiquement la gamme quoi. Okay. Enfin, c'est le choix qu'on a fait sur les 2 dernières années. Et tous ces choix là un peu stratégiques, on les définit puisqu'on fait 2 ce qu'on appelle nos séminaires par an. On en fait un à l'automne et un en janvier. Et on fait 2 jours tous les 4 hors de la ferme, parce qu'on sait que si on est sur place, on est dérangé, on n'arrive pas à être concentré. Et du coup, on sort des murs. Enfin, l'année dernière, cet hiver, on l'a fait à 2 km, mais ça suffit, il faut juste pas être sur place. Et là, on revoit tous nos points, production, stratégie, envie, et on passe 2 jours à parler que de ça, tous les 4. Okay. Donc pour toutes ces petites décisions-là, c'est en séminaire qu'on les prend. En général, vous louez un petit gîte. Un petit gîte. Souvent, on choisit un petit resto pas loin aussi pour le samedi soir. Plaisir aussi, quoi. Plaisir aussi.
C'est quand même dense, hein, mais on essaye de se garder des temps pour que ça reste aussi un moment pour nous 4 ensemble, humains autant que travail, quoi. Ok. Et donc là, on arrive chez Fred. Donc là, on arrive chez Fred, où on va tous les jeudis après-midi, quasiment. Ouais. Sauf en janvier-février, parce qu'on ne vend pas sur cette période-là, mais sinon, tous les jeudis de mars à Noël, pour mettre sous vide un animal qu'on va proposer à la vente directe sur la semaine, quoi. Donc là, c'est un bœuf. Donc là, c'est un bœuf. La semaine dernière, c'était un cochon. La semaine prochaine, c'est un cochon. Et la semaine après, c'est 2 veaux. Donc on alterne. Et on a fait, depuis l'année dernière, on fait un calendrier de viande pour nos clients. Comme ça, ils savent toute l'année, chaque semaine, quelle viande ils auront disponible sur l'étal. Ils s'organisent pour les commandes. Ils ont plus de visibilité sur ce qu'on propose. Merci. Et maintenant, on rentre dans la boucherie artisanale de Fred, située à Glomel, à 5 minutes de la ferme. C'est l'occasion de parler des choix de la ferme, qui valorise à la fois le lait et la viande de la Bretonne Pinoire. Pour avoir goûté un bourguignon de la ferme, je peux vous dire que la viande est vraiment délicieuse. Avant de commencer à enregistrer, Benjamin m'explique qu'ils essayent toujours d'être 3 ou 4 pour aller découper un bœuf. C'est plus rapide et l'ambiance est vraiment sympa. Aujourd'hui, même la maman de Benjamin est là pour aider. C'est un peu bruyant, alors préparez vos oreilles. Bœuf breton pinoire de 3 ans d'âge. On fait du pot-au-feu. On commence par les pièces de pot-au-feu, les avants. On prépare tout ça en mettant sous vide, ce qui se conserve mieux. Ouais. C'est vraiment typique de la race en tout cas. Ben voilà. T'en as même plus, donc ça c'est la queue. Celle-là on va la mettre dans un... C'est quoi ça? C'est la queue. Elle a été coupée et ficelée en plein de petits bouts. Ça, il y a beaucoup anglo-saxons, anglais, irlandais, machin, qui font des stews, qui font des potés. Des petits, des gros, des moyens. Tu fais des beaux. Excuse de vous d'avoir coupé la parole. Ah non, mais il n'y a aucun souci. Hein. Il n'y a aucun souci. Ah non, c'est 3. C'est trop petit. Trop petit? 3. C'est trop petit comme ça? Et si je fais 2, c'est trop gros. Ouais. Non, 3 c'est bien. La vache. C'est exactement ça, c'est de la vache. Tout à fait. T'es dans le vrai. On en fait à peu près pareil. En taille, de pas plus gros. Ouais, c'est de la belle bête. Non, c'est bien. Oui, on va pouvoir prendre des un peu plus courts, en effet. What is smaller? Shorter. Shorter. Ça va fondre quand même, ça, à la cuisson, ou quoi? Non? Ouais. Ah ouais? Fondre le quoi? La carne. D'ailleurs, on a un petit questionnaire à vous faire remplir, monsieur. Ce sera sur l'ordinateur, donc on le fera avec vous, parce qu'on sait que vous aimez ça. Mais je m'adapte. Justement, tes impressions sur la découpe d'une race de Bretagne, race Sapsi. Est-ce qu'il y a des particularités dans le travail, machin? Tiens, est-ce que tu as découpé déjà une vache, par exemple Armeau ou bretonne? Une vache ou un bœuf? Est-ce qu'il y en a une qui est plus tendre que l'autre? Au toucher, on sait. Et du coup, on a des collègues là qui disent qu'ils font pas en dessous de 3 ans, ils sont à 3 ans et demi, 4 ans sur les bœufs. Ils préfèrent plus vieux, quoi. Donc, ce fameux questionnaire, ça vient d'où? Un questionnaire réalisé par la Fédération des races de Bretagne. Et donc l'idée, c'est d'essayer d'interroger un petit peu les éleveurs, mais aussi les bouchers qui travaillent. En fait, il y a le travail autour de la filière viande, en Bretonne Pinoire notamment, qui est une race mixte, race laitière, mais aussi race à viande. Donc l'idée, c'est d'essayer d'écouter un petit peu les attentes et les besoins de toute la filière. Les éleveurs, les cuisiniers, les abattoirs, les bouchers, et essayer de voir si justement on y voit des particularités à travailler ces races. Et de fait, il y a des particularités. Première particularité étant le gabarit. On est sur des petits animaux en Bretonne Pinoire.
en fait, au niveau manipulation, déjà, c'est beaucoup plus facile. Et donc, ça a un impact pour les gens qui travaillent à l'abattoir, c'est des carcasses plus petites. Pour les bouchers, c'est pareil, c'est des plus petites pièces. Ça correspond plus à des attentes sociétales, dans le sens où on préconise toujours le manger moins de viande, mais manger meilleur. Et ben en fait... Et donc l'idée, c'est d'avoir vraiment le ressenti des professionnels, des bouchers sur la qualité de viande. Est-ce qu'ils y voient une différence quand ils travaillent? Ou dire, bah tiens, le gras, ça c'est la première chose que tu as vu toi aussi, mais le gras qui n'a pas la même couleur, la tendreté de la viande, est-ce que... Fred, il a dit, la bretonne pinois, c'est de loin la meilleure race. Mais je peux pas le dire aux autres. Parce qu'en fait, il faut bien que mes autres clients viennent encore chez moi. La meilleure solution, c'est dans l'assiette. C'est là qu'on peut juger aussi, mais bon. Non, il y a d'autres biais. Mais après, en fonction du système d'élevage... L'alimentation. Bah oui, c'est ça. Oui, c'est qu'il n'y a pas que la race, il y a tout l'écosystème dans lequel elle évolue, quoi. Comment elle a été alimentée, quel âge. L'âge joue quand même pas mal. Sur la qualité de la viande et sur comment on la transforme. Ouais. Sur L'idée, on est sur des viandes qui en général sont plutôt persillées, qui donnent aussi une viande plus tendre à la cuisson. Si un jour vous avez la chance d'aller au Buissonnant, sachez que cette ferme bat le record du nombre de jeux de mots, blagues et anecdotes prononcés à la minute et écrits sur des supports un peu partout quand on se balade dans la ferme. Benjamin y est pour quelque chose et a transmis le virus à ses camarades. C'est un tic de langage, c'est ça ne veut pas dire je te crois pas. Non mais c'est sérieux en plus. Ouais. La spécialiste, elle s'appelle Odile Perrault, une dame d'à côté là. C'est la spécialiste. Quand tu lui dis ça, tu dis ah tiens, j'ai vu ta fille l'autre jour. Ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, bah, si, je te jure, je l'ai vu. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, bon bah. Qu'est-ce que tu nous fous avec ton boudin, toi? Bah, c'est plus bon que ça, monsieur. Tiens, Max, ton boudin. Moi, j'ai le bœuf carotte, j'en ai 7 kilos, Comme j'ai ça, 6 c'est pas mal. kilos 2. Voilà, à titre de. Tout est là. Faut pas en mettre jusqu'en haut, parce qu'après, c'est galère à fermer. Et il faut combien, 500? Voilà, on essaye de viser 500-600 grammes, c'est à peu près ce que les gens mangent habituellement. Ça fait partie des plats mijotés préférés des Français. Le bourguignon. Et en effet, on en vend toute l'année. C'est assez incroyable. Tu vas pouvoir en remettre au moins 1 ou 2 morceaux, je pense. Ouais. Il y a vraiment un regard négatif sur le gras aujourd'hui dans la société. Alors que le gras, c'est la vie. Alors que, mais oui, comme en mécanique, l'huile et la graisse, c'est la moitié de la vitesse. Je sais pas, le gras, c'est toujours vu comme un déchet ou un défaut de la viande, mais en fait, c'est complètement ridicule. Et du coup, on a sélectionné aussi des animaux pour ça. Hein. Des vaches laitières de réforme, c'est ça que les gens y mangent. Ils voient l'étiquette bœuf dans leur supermarché, mais en fait, c'est pas du bœuf. Hein. C'est de la vache laitière de réforme qu'ils mangent. Et du coup, bah oui, hein, une carcasse de Holstein toute maigre, oui, bah là, t'as pas de gras. Il n'y a pas de problème. Et pour manger du steak haché en même temps, il n'y a pas forcément besoin de trop s'inquiéter sur la qualité de la viande. Elle n'a pas besoin d'être tendre, elle est passée dans un broyeur. Donc là, quand on fait un petit bœuf comme ça, on se dit mais comment on va vendre toute cette viande? Mais en vrai, on y arrive. Tu veux dire comment tu veux dire tu es impressionné par la quantité, c'est ça? Oui, c'est ça, à chaque fois, je me dis que ça fait... En fait, on fait toute cette viande-là cette semaine. Ah, bah attends, hop, ça, on va pouvoir faire un grand sac. Ah ouais, bon, bah là, on est déjà bien avancé. Hein. En tout cas, nous, ce qu'on trouve chouette, c'est... Là, c'est un bœuf. Donc, c'est les mâles dans les élevages laitiers. C'est souvent vu comme des problèmes aussi, parce qu'on préfère des femelles qui sont des animaux productifs. Mais en vrai, on a besoin des mâles, on peut les valoriser, comme ça. Et sinon, c'est aussi valoriser une vache de réforme.
c'est aussi poétiquement le dire, faire honneur à l'animal jusqu'au bout. C'est-à-dire que en fait, elle nous a fait du lait, elle nous a fait des veaux, et en fait, on va jusqu'à la manger, quoi. Alors, on s'appuie vraiment sur le fait, nous on est sur un élevage laitier où notre vrai gagne-pain il est sur la transfo laitière, mais en fait, du fait d'une race mixte, et en fait on a valorisé les veaux mâles, et petit à petit on a poussé le curseur de la viande de bœuf. Là maintenant, le chiffre d'affaires viande de bœuf il commence à être conséquent. Vous gardez tous les mâles. On ne fait pas vraiment de vache allaitante dans le sens, là on en a une, on n'a pas crête qui est trop beau. On garde des gros bœufs. Et donc on en avait gardé un, puis 3, et là maintenant on en garde 8 par an. Et parce qu'en fait on a la chance d'avoir suffisamment de surface, donc on peut les faire pâturer. Et on n'a pas envie de faire du tracteur et de faire du foin. Donc on aime autant avoir plus d'animaux qui mangent l'herbe. Nous on ne monte pas dans le tracteur, on n'aime pas faire du tracteur. On aime bien regarder les vaches manger. On écoute l'herbe pousser. Donc ça, c'est... Ça, c'est le faux filet. Donc c'est quelle partie de la vache? Très bonne question. Très bonne question. Le dos de la vache. Le dos. Après les côtes, Là, plus bas. on a commencé au niveau de la tête. La basse côte, on est sur l'épaule. Juste à côté de l'épaule. La basse côte. Et là, on descend, on va sur le dos. Là, sur le dos. Là, on va tout doucement revenir sur la cuisse. Là, le ventre est là. Benjamin complète ce que partageait Maxime sur l'impact de la FCO sur le troupeau. Je questionne aussi Benjamin sur son lien à la mort des animaux dont il est le gardien. Au passage, je comprends par l'expérience que l'ensachage de la viande est un acte qui nécessite une grande technicité. Pas évident quand on essaye d'interviewer quelqu'un en même temps. Parce que quoi qu'il arrive, nous à Noël, on ferme la salle de traite. Donc là, celles qui viennent en mai, elles pourraient faire du lait jusqu'à février. Mais nous, aujourd'hui février, on n'a pas l'intention de les faire. Donc elles vont faire une lactation de 8 mois au lieu de 10, quoi. Nous, on passe en monotraite assez vite. Du coup, on ne les stimule pas à fond. Donc de fait, elles n'ont pas une grosse production. On peut les arrêter à Noël. Ouais, on n'est pas sur des Ferrari, quoi. On considère que déjà, en juillet l'année dernière, pendant la FCO, on avait des croûtes sur les trayons. Donc on a jeté du lait. Donc ça, c'était 5 000 € de manque à gagner. Ça, c'était en juillet 25. Décalage des vélages au printemps 26, là. Donc tout le mois d'avril où on a décalé des vaches. 5 000 € de perte de manque à gagner. On a la chance d'avoir un taureau qui a réussi à faire son travail au mois d'août. Il y a des collègues qui ont perdu jusqu'à 60% de leurs vaches. Et là, eux, ils sont mal. Il y en a beaucoup qui sont mal. Ah non, merde, ça s'en va. Pas mieux. C'est rarement aussi bruyant. T'es tombé le jour où c'est impossible de retenir quoi que ce soit. Mais là, quand toute l'équipe est réunie, comme ça, je sais pas, il y a une excitation. Ouais, on va l'écraser un peu en diagonale. On trouve ça important de faire ça avec du beau. Ça fait partie de valoriser l'animal qui est mort. Exactement, de respecter le travail de Fred qui se donne de la peine à faire ça bien. On va pas nous derrière jeter ça comme des malpropres. Et là, il faut écouter Marion qui chante en chewing-gum. Elle connaît les paroles de toutes les chansons. Ah ouais. Mais en fait, non, mais normalement, tu fais même des faux mots. Là, on était dans la fin des rumsteaks. À la fin, les rumsteaks. Ils sont où, les rumsteaks? Non, Opaline, non. C'est trop ratatiné. Ah ouais, trop ratatiné. C'est pas assez beau. Tu vois, là ça... Tu vois, là ça donne envie, là c'est de la longueur. Si on en met deux, il faut prendre ce sac-là. Ah ouais, non. Tu peux en mettre deux? Pas possible. Oui, mais à condition de... Ah Ouais, mais dans ceux-là ça fermera pas. Regarde ça. Ouais, donc ça passe pas. Non, Paline. Non, c'est pas possible ça. Ça c'est pas sérieux ça. On rigole bien à donner les noms pour les mâles. Enfin pour les vaches tout court en effet, parce qu'en fait on va les appeler tous les jours quand même, donc par leur petit prénom. Pour les bœufs, en fait on est dans l'année des U. Donc après U Coco, là on a mangé Uncle Ben. Et Uncle Ben, c'était moi c'était un de mes favoris, il était vraiment trop sympa. Il avait une corne pas très droite. Il avait des cornes pas très jolies.
Mais c'était une brave bête. Et sinon, sur les veaux de lait, on leur met des prénoms de copains. Donc là, dans l'année des A, on a mangé Alix, on a mangé Alex, Adrien, Antoine. Et voilà, ça permet de faire des petits clins d'œil. En 10 ans, est-ce que ta relation à la mort des animaux, elle a évolué? Je ne sais pas si ma relation à la mort a évolué. Je ne crois pas. Je pense que dès le début, c'était le contrat moral en disant on va s'occuper de vous les animaux, on va vous donner notre temps, notre énergie, on va bien vous soigner, vous allez avoir de la paille si vous êtes dans le bâtiment, vous allez avoir de la bonne pâture, vous allez bien manger. Par contre, le contrat, c'est que c'est nous qui décidons quand vous partez. Et donc, on parle pas de nous, on n'est pas trop sur les notions de bien-être des humains, ouais, mais par contre le bien vivre, si on veut, des animaux, quoi. Et donc ils vivent. Et on a des animaux qui vivent bien. Et on définit quand ils partent, parce qu'en fait on ne pourrait pas garder tous les animaux. Cette année on a Impatiente qui va partir. C'est une de nos premières vaches qu'on a eues. Et quand Impatiente va partir, c'est sûr que ça va nous faire drôle. Impatiente, Hippocampe, là, on sait qu'elles vont pas tarder à sortir. En fait, elles ont 13 ans cette année. En Bretonne Pinoire, c'est commun d'avoir des vaches qui vont au-delà de 10-12 ans. Ouais, ben aujourd'hui, je pense qu'on est quasiment un autre quart sur le bœuf. Et la moitié sur les produits laitiers, quoi. Donc mais le bœuf a augmenté en très peu de temps, là. En fait, on a nos premiers bœufs qui arrivent là, parce qu'en fait, il y a 3 ans, on s'est dit, on ferait bien de la viande de bœuf, mais il faut 3 ans pour avoir un bœuf. Donc le temps qu'il grandit. Alors que le chiffre d'affaires de vente de viande augmente, un des défis de la ferme est de découper et vendre tout l'animal. Les gens n'étant plus habitués à cuisiner tous les morceaux, beaucoup de viande est transformée en steak haché, car c'est ça que la plupart des gens connaissent. Pourtant, la diversité des morceaux demande à ce que nous réapprenions à les cuisiner. Entrecôte, basse-côte, bourguignon, araignée, chocolat, faux filet, rumsteak, flanché, bavette d'aloyau, onglet, hampe, tourne-dos, paleron, abat. Pendant ces 2 heures de découpe, j'enrichis mon vocabulaire. Je prends aussi conscience de l'attention qui est mise à chaque acte de la production, depuis le soin de l'animal et de son écosystème jusqu'à la découpe et le soin de la relation avec Fred, puis le conditionnement et la vente. Je repars de la boucherie avec un énorme os de fémur de Uncle Ben que j'offrirai le lendemain à Java, la chienne d'une amie. Le lendemain matin, Ben fait du fromage. Ici, c'est des grandes rondes, on les appelle, c'est la dorée. Puisque la dorée, ça vient de la rivière Le Doré qui est juste en dessous. D'accord. Et en fait, ça ressemble à un fromage à raclette. Et donc nous, on en fait une nature, une au poivre, puis on va peut-être s'amuser à faire d'autres goûts encore. C'est le lait d'aujourd'hui. Ça, c'est le lait d'hier. Hier et aujourd'hui, c'est deux. Le compresseur en marche. Jusqu'à 5 bars. 5 bars, ça te broie la main, là. Ah ouais. Pâte pressée, non cuite. Non cuite parce qu'on n'est pas sur des températures très très élevées. On monte jusqu'à 39 degrés, les pâtes pressées cuites, c'est au-dessus de 40. Dans les comtés, Ouais. Waouh. Okay. Ah ouais. Ici c'est parti, et ça je vais leur mettre une couverture à chacun, ça je vais laver. En France, il n'y a pas la culture du ferment à chaîne. Quel est le point commun entre des paysans qui parlent breton, ce qui est le cas à la ferme, et l'utilisation de ferments autochtones pour le fromage? Eh bien, c'est l'agroécologie évidemment, car en préservant les fermes paysannes, on préserve les savoirs, les savoir-faire, la langue, et aussi ce que l'on goûte, ce qui fait que le fromage aura un goût différent d'une ferme à l'autre. Et dans une démarche d'autonomie, fabriquer ses propres ferments fromagers, appelés ferments indigènes ou autochtones, c'est faire confiance à des sols vivants, des prairies hébergeant une vie microbienne unique
que l'on retrouve en partie dans le lait. Le lendemain, je me pose 2 minutes avec Marion à la fin du marché à la ferme qui a lieu tous les vendredis après-midi. Marion est la compagne de Benjamin. Elle m'explique comment les activités se sont développées année après année avec l'accroissement du nombre de vaches et l'avantage d'être 4 sur une ferme. Je lui demande aussi les clés pour maintenir un troupeau en bonne santé. Et ben alors du coup moi c'est Marion. Je suis sur la ferme depuis 2016, on va dire, l'installation officielle. Après on y était déjà depuis 1 an, en 2015. Et du coup j'ai commencé par la responsabilité de la fromagerie. Donc là j'ai passé beaucoup de temps dedans les premières années, où le temps de mettre en place aussi un peu les recettes, de faire les tests. Alors ce qui a été super chouette, c'est que ça a été très progressif, parce qu'en fait on a eu que quelques vaches au départ, et donc on avait un tout petit peu de lait à transformer, et ça nous permettait de nous tester, de faire un petit peu plein de produits, de proposer des petites choses aux clients, et de voir ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, et de continuer à mettre en place progressivement avec la montée de la quantité de lait et des vaches présentes. Parce que du coup, on a voulu être 100% en bretonne Pied Noir, et que pour se constituer un troupeau, en tout cas à l'époque, il fallait 2 ans et demi pour avoir à peu près 30 bretonnes Pied Noir. Et donc c'est ce qu'il a fallu pour nous, 30 bretonnes Pied Noir. Donc du coup, on a mis un petit peu de temps, et donc ça nous a permis d'avoir ce lait progressivement. Voilà, et donc depuis l'arrivée de Maxime et Sophie, Sophie elle avait le souhait et en plus largement les compétences de prendre la fromagerie en main, et du coup moi ça m'a permis de changer, et ça me fait très plaisir parce que ma formation initiale elle est quand même très axée sur les vaches laitières en production et pas forcément en fromagerie au départ, c'est-à-dire que j'avais pas de formation en fromagerie, et ensuite du coup ça m'a permis d'être du coup là maintenant responsable des vaches laitières sur la partie production laitière, santé des vaches, ce que j'aime beaucoup faire aussi. Voilà. Donc plus sur le terrain, quoi. Plus à l'extérieur, on va dire. Ouais. Alors du coup, il n'empêche que dans notre fonctionnement de GAEC et de ferme en général, même, et c'est ce que j'aime par-dessus tout avec tout le monde, c'est qu'on est capable d'aller travailler un peu tous partout. Donc du coup moi je vais quand même de temps en temps aller travailler dans les champs, de temps en temps aller travailler en fromagerie, et c'est ça que j'aime sur cette ferme, c'est la diversité. Donc on fait jamais la même chose tous les jours, et toutes les semaines on change, quoi, on varie. Comment tu vois la santé des vaches, puisque c'est toi qui gères cette partie-là, qui est responsable, et les autres s'en occupent aussi, mais... évidemment, déjà, en fait, on a tous un œil éleveur dessus. Donc, en fait, des fois, c'est les collègues même qui me disent « Tiens, il y a tel veau qui n'a pas bu son lait. Tiens, il y a tel veau qui vient de commencer une diarrhée. Il y a cette vache-là qui paraît affaiblie. » Et donc, voilà. Et après, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on met en place? Est-ce que nous, on a les capacités d'aider cet animal à aller mieux par nous-mêmes, par nos propres moyens, ou est-ce qu'il faut qu'on fasse appel à des personnes plus compétentes? Et ça peut être des fois des voisins, et d'autres fois, aller jusqu'au vétérinaire, évidemment. Mais la base qui fait qu'une vache est en santé, c'est quoi? C'est qu'elle mange bien, qu'elle rumine bien, qu'elle soit debout, et qu'elle produise du lait. À partir du moment où elle produit moins de lait, qu'on la voit plus ruminer, qu'elle tient pas debout, et qu'elle mange pas, et qu'elle s'amaigrit en fait, là on sait déjà qu'elle va pas bien, ou alors qu'elle a des problèmes de peau. Des fois ça peut être ça aussi, donc ça il faut chercher ce que c'est. Est-ce que c'est une insolation? Même les vaches peuvent faire des insolations par exemple. Et est-ce que les Pieds Noirs, elles ont des besoins particuliers, par exemple est-ce que c'est des races qui ont besoin d'être vraiment au pâturage? Est-ce qu'une vache est en santé quand la prairie a une qualité particulière? Est-ce qu'il faut qu'elle se gratte, tu vois? Est-ce que tout ça, vous y pensez aussi? Alors oui, déjà la bretonne Pied Noir, donc l'avantage de cette vache, c'est que c'est une vache rustique. Donc elle, on peut la mettre dans toutes les pâtures, et nous, ce qu'on aime aussi, c'est réouvrir des pâtures qui étaient en train de se fermer. Donc c'est souvent des prairies humides, des coins un peu retirés, et nous, on y met nos vaches pour qu'elles pâturent dedans. Et après, plus il y a d'espèces différentes dans l'herbe, mieux, plus c'est intéressant pour la vache et pour les produits derrière qui s'en suivent aussi, évidemment, et la qualité des produits, je pense. Et donc du coup, mieux, plus la vache est diversifiée, a de l'alimentation diversifiée, plus c'est intéressant. Et après, nous, on affecte particulièrement l'herbe, parce qu'une vache, c'est fait pour manger de l'herbe. Ça nous arrange parce que du coup, elle va se servir à manger toute seule, et en plus elle arrive à épandre sa richesse de fesses, bien sûr, de bouse dans les champs directement toute seule aussi. Donc en fait nous, c'est du travail en moins pour nous, et c'est bénéfique pour la terre et pour les animaux. Est-ce qu'il y a un autre truc super important que tu as envie de dire
Eh ben alors, moi, ma vie aujourd'hui telle qu'elle est, j'adore. Je suis épanouie. Je suis vraiment heureuse de travailler avec les personnes avec qui je travaille. Je suis heureuse de travailler sur cette ferme avec ces animaux-là, que ce soit les vaches et les porcs. Et je suis heureuse aussi qu'on soit avec d'autres personnes sur la ferme, donc la filature et Clara, la forgeronne maintenant. Et aussi surtout que notre ferme, en fait, on ne s'est pas endetté pendant des années, donc on a fait ce montage de SCI, et c'est d'autant plus encore d'approche d'autres personnes à faire vivre le lieu, à faire connaître le lieu, et voilà, et à même à être client, jusqu'à être client et consommer nos produits. Donc c'est vraiment des beaux échanges qu'on a avec tout ça. C'est tout ce côté humain, moi, que j'aime beaucoup sur cette ferme. Je suis passée voir Nicolas dans les locaux de la petite filature bretonne. Notre échange vous fera toucher du doigt en quoi, comme l'a dit Marion, le buissonnant, c'est bien plus qu'une ferme. Moi c'est Nicolas, donc je suis co-gérant de la petite filature bretonne avec Émilie, ma compagne. C'est une entreprise qu'on a créée maintenant il y a 6 ans. Et donc notre activité c'est de fabriquer du fil à partir de fibres animales, principalement moutons, alpagas, chèvre mohair, lapin angora. Et donc notre installation s'est faite ici pour une raison toute simple, c'est qu'on cherchait des locaux pour pouvoir créer notre activité, qu'on avait du mal à trouver des locaux qui nous convenaient en termes de taille. À l'achat on pouvait trouver, mais c'était un investissement supplémentaire. Et en location c'était pas facile à trouver, c'était des montants de loyer assez conséquents. Et il se trouve qu'on était propriétaire, on faisait partie des propriétaires de la SCI. Et donc on connaissait bien à l'époque Marion et Benjamin. Et on a, au cours d'une discussion, su que le bâtiment où on est installé aujourd'hui était disponible et qu'ils apprécieraient que quelqu'un puisse s'installer ici, quoi. Donc au départ, on ne s'est pas senti concerné parce que la taille du bâtiment ne nous convenait pas. Et finalement, on s'est rendu compte que ça pourrait le faire moyennant quelques aménagements. Et vous louez le bâtiment ? Oui. La SCI, c'est ça ? C'est ça. Donc c'est un gros avantage pour nous dans le modèle économique. C'est qu'une location classique était assez onéreuse pour nous. En plus, nouvelle activité en démarrage, c'était un impact financier qui n'était pas négligeable. On est sur un loyer qui est extrêmement faible parce qu'on est comme le buissonnant dans le cadre d'un bail emphytéotique. Les travaux d'aménagement, il y en a eu pas mal, étaient à notre charge. Mais les travaux d'aménagement, c'est de l'investissement, donc ça peut se financer et ça peut s'étaler dans le temps, alors qu'un loyer important, c'est du fonctionnement, et ça, du coup, il faut être capable de l'assumer chaque mois. Au premier jour du mois, il faut réussir à sortir suffisamment d'argent pour payer le loyer. Donc, Et au-delà de l'intérêt économique, c'est quoi l'intérêt d'être ici dans cet écosystème ? Alors effectivement, il n'y a pas qu'un intérêt économique, il y a aussi un intérêt humain, c'était de ne pas être isolé. Parce que si on avait trouvé un bâtiment pour s'installer, un bâtiment artisanal classique, on était probablement isolé. Ça permet aussi de voir les gens de la ferme, de pouvoir discuter avec eux, d'échanger parfois de nos difficultés, mais parfois de d'autres sujets et de sortir complètement de notre cadre professionnel. Parce que être isolé professionnellement, c'est aussi parfois ça, c'est ne pas sortir de son propre cadre professionnel. Et du coup, ça nous permet de rencontrer plein de gens complètement différents. Soit c'est des gens qui sont que nous on peut rencontrer, qui rencontrent aussi les gens de la ferme, et inversement, comme toi aujourd'hui. Et puis c'est aussi de l'entraide humaine, parfois sur des choses toutes simples. On emprunte leur tracteur, ils nous empruntent une machine. Enfin voilà, on a aussi de l'entraide comme ça, matérielle. Donc on est gagnant à tous les niveaux. Donc en fait, à la base, la SCI a été créée avec une vocation agricole. Et donc quand nous, on a envisagé de s'installer ici sur le site, c'est posé la question de est-ce qu'il faut modifier les statuts pour pouvoir accueillir d'autres activités qu'une activité agricole. Et en fait, assez vite, on s'est dit qu'il fallait quand même garder ce but agricole qui est quand même l'usage premier des bâtiments et des terres. Et donc nous, on est sous-locataire du buissonnant, avec l'accord de la SCI. D'accord. Ce qui permet de ne pas modifier les statuts, mais quand même de pouvoir apporter d'autres activités qu'une activité purement agricole. Et donc là, par exemple, Clara, la forgeronne, qui s'est installée aussi ici là, récemment, est dans ce cadre-là.
Parce qu'en fait, les bâtiments en eux-mêmes n'ont pas forcément vocation à être utilisés que dans le cadre d'une activité agricole. Autant les terres, oui, mais les bâtiments, pas forcément. C'est intéressant à savoir pour d'autres projets d'installation qui émergent. C'est ça. Parce que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure un peu, parce que c'est un peu le syndrome salle des profs, quoi. Où on parle à un moment, on tourne en rond sur des problèmes qui, parfois, juste de lever la tête et de se dire, en fait, il y a d'autres problématiques où ça ouvre d'autres perspectives. Alors, le départ du projet, en fait, c'était un constat. En fait, Émilie filait au Roët à la maison. Quand on disait aux gens autour de nous qu'elle filait, on se retrouvait, parce qu'il y a beaucoup de gens en Bretagne qui ont quelques moutons, donc on se retrouvait avec des quantités de toison incroyables qu'on n'était pas capable de travailler. Et on s'est assez vite rendu compte qu'une partie des gens qui nous donnaient les toisons pourraient être intéressés de récupérer sous forme de fil, mais par manque de structure, pour faire la transformation, ils jetaient les toisons. Et donc on s'est rendu compte que même si ça ne représentait pas la majorité des gens, ça représentait un certain nombre de personnes, et que ça pouvait permettre de créer une activité. Et donc voilà, on est parti de ce constat-là, c'est de valoriser les toisons jetées par les gens. Parce que dans ce qui est jeté, il y a des choses qui ne sont pas forcément transformables ou pas intéressantes, mais il y a aussi des choses incroyables qui méritent d'être valorisées. Ok. Et donc aujourd'hui, là tout à l'heure, tu m'as montré différents types de laine qui viennent de différents endroits. Est-ce que tu peux juste nous expliquer d'où vient la laine et puis ce que vous en faites à la fin, et puis où est-ce qu'on peut acheter vos produits? Ouais. Alors on a, nous, deux types d'activités sur la filature. On va travailler principalement en travail à façon. C'était un peu ça l'objectif de départ. Donc là, les propriétaires d'animaux vont nous apporter des toisons, on appelle les toisons, donc la laine après la tonte. Et donc là, on la transforme en fonction de leur demande. Et donc là, notre clientèle, c'est à peu près les 2/3 Bretagne, et le tiers restant, c'est toute la France, voire même un peu en dehors de la France. Voilà, et donc là, on travaille toutes sortes de matières, toutes races. C'est pas forcément des races régionales. Et puis, le reste de notre activité, les 20% restants, c'est de la matière qu'on récolte essentiellement en Bretagne et qu'on va transformer pour la boutique ici, ou pour quelques marchés de la laine qu'on est amené à faire de temps en temps. Donc on est ouvert tous les vendredis pour les visites, le vendredi après-midi, 16h et 17h, il y a 2 créneaux horaires. Donc là, il y a à peu près 1h et demie de visite de la filature, d'échange. Autrement, on fait de temps en temps des portes ouvertes, en particulier des portes ouvertes conjointes avec les gens de la ferme, du buissonnant. Et puis on fait quelques marchés, essentiellement en Bretagne, mais un petit peu en dehors de la Bretagne aussi. Donc là, nous, c'est des marchés de la laine, c'est pas des marchés alimentaires. Donc vraiment spécifiques à la laine. Et donc là, on est présent avec d'autres artisans pour présenter nos produits. Quand on travaille en Bretagne, on travaille beaucoup sur des races locales, parce qu'elles sont quand même encore très implantées en Bretagne. Autant il y a des régions en France où toutes les races spécifiques, en fait, à un moment, chaque région avait ses races spécifiques, y compris pour le mouton. Par exemple, on va trouver la Solognotte en Sologne, on va trouver l'Île-de-France sur toute la partie autour de Paris. On va trouver de l'Avranchin sur la région d'Avranches. Et donc nous, en Bretagne, on a 3 races locales en mouton. On a le mouton d'Ouessant. Le troisième, c'est le mouton de Belle-Île. Le Langue de Bretagne. Ouais, voilà. C'est ça. 3e race. Donc dans ce cadre-là, on est amené à transformer beaucoup ces races-là. Et nous, on a quelques moutons d'Ouessant. Et à la ferme, eux, ils ont des Bretonnes Pinoires et des Porcs Blancs de l'Ouest qui sont aussi des races locales à faible effectif. Donc là, on se rejoint un peu aussi par rapport à ça. Finalement, vous êtes en train de recréer un petit village. Ouais, c'est ça. Et même si les gens de la ferme, les clients de la ferme, sont pas forcément clients de la forge ou de nous, à partir du moment où ils ont connaissance de l'activité, à un moment ou un autre, ils en parlent. Et le fait d'en parler, ça développe aussi le réseau et on se fait connaître aussi comme ça, quoi. Est-ce que toi, tu vois une limite, ou en tout cas des limites à poser par rapport au temps consacré à l'humain? Tu vois, même là, on est en train d'échanger, ça peut être du temps, entre guillemets, pas perdu, mais il faut faire attention à pas s'éparpiller quand il y a de plus en plus de gens qui intègrent un projet. Ouais, ça peut être parfois la difficulté, ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, on est dans l'humain qui est très chouette et qui donne envie de sortir du cadre de production pour passer sur le cadre échange, expérience, ça. Et en même temps, effectivement, pendant qu'on discute, on ne produit pas, donc on ne rentre pas d'argent. On a l'exemple, nous, il y a Clara la forgeronne qui est venue le jour avec des copains
qui connaissent un petit peu la laine, ça, et qui sont venus visiter. Et après, on est allé boire un café, on a échangé, et à un moment, il me dit, en fait, vous ne vivez pas encore complètement l'activité, qu'est-ce que vous pouvez faire pour en vivre mieux? Et je lui dis, en fait, pas faire ce qu'on est en train de faire là, et passer 1 heure à discuter de ça, mais je lui dis, c'est pas un reproche que je fais, parce que, en fait, si en même temps, on se prend pas des temps comme ça, on s'enferme dans la production, et en fait, on travaille beaucoup d'heures, et du coup, si à un moment, on prend pas un peu de temps pour rencontrer d'autres gens, en fait, on fait plus que ça, et on s'enferme là-dedans, et du coup, psychologiquement, c'est aussi difficile de se dire, en fait, je fais plus que travailler, que produire, et je fais pas autre chose. C'est un équilibre à trouver. Il y a un moment, il y a une limite où il faut se dire, là, on bosse. Ouais. Mais ces temps-là sont des respirations. Enfin, moi, tu vois, je sais que à un moment, je vais vous acheter un truc, et puis mon podcast, il va peut-être vous faire venir des gens aussi. Enfin, tu vas se dire que ça vous fait rayonner aussi. Ouais, et puis même si ça crée pas de vente et même si ça fait pas de pub, ça vous fait du bien. C'est ça, c'est exactement ça. Dans la deuxième partie de ce reportage, j'échange avec Benjamin dans la maison commune. On fait le bilan de 10 ans de paysannerie, avec les étapes d'évolution de la ferme et une visite à vol d'oiseau. On aborde l'importance du soutien des proches quand on se lance dans une installation et comment ça peut impacter le cercle familial. On parle aussi de l'importance de respecter les cycles du vivant dans une ferme, aussi bien pour les humains que pour les autres qu'humains. Enfin, on parle de l'importance d'avoir des règles de fonctionnement dans un collectif et surtout de mettre de l'attention et du temps pour nourrir l'amitié, l'amour et le rire. Avant de passer à une autre activité, je vous invite à prendre juste quelques secondes en silence, accompagnés par le chant des oiseaux de la ferme, pour intégrer pleinement les messages clés de cet épisode. Vous pouvez prendre de belles et grandes respirations par le nez en comptant 4 temps à l'inspire et 4 temps à l'expire. Alors, comment vous sentez-vous? Si vous aviez à noter un apprentissage avec lequel vous repartez de cette écoute, ce serait lequel? À bientôt et surtout, prenez grandement soin de vous, car on a plus que jamais besoin de toutes les forces pour réenchanter les campagnes.